Que la lumière soit... Oh! Rendez-moi mon visage! Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo. Tout d'abord, pourquoi je vous parle face caméra? Eh bien pour la simple et bonne raison que YouTube m'y oblige. Monter une vidéo où je parle de cinéma s'avère toujours un énorme calvaire pour contrer les problèmes de droit d'auteur sur YouTube. Alors je me suis dit que le meilleur moyen pour meubler le montage de ces vidéos de manière fluide sans me faire retarder par YouTube est tout simplement de parler face caméra. Maintenant, pour en venir au concept de cette vidéo, en quoi ça consiste exactement? Sachez que j'y réfléchis depuis près d'un an, peut-être même plus, et étant moi-même un fan de cinéma, il m'arrive extrêmement souvent de me retrouver en conflit par rapport aux goûts d'autres gens dans mon entourage. On a tous des goûts différents et personnellement, je fais partie de ceux qui trouvent ça formidable. J'adore écouter les gens me donner leur version des faits, pourquoi ils ont aimé tel ou tel film réputé pour être à chier ou l'inverse, du moment que ça soit de manière constructive. Donc le concept de cette nouvelle émission consiste à ça. Il y a des films à très bonne réputation que j'ai détestés et d'autres à réputation médiocre que j'ai adoré. Et je vous garantis que vous risquez de me haïr pour tout ce que j'ai à dire dans cette émission. Mais c'est pourquoi je tiens à vous préciser que mon avis est en plus grande partie subjectif, je n'impose mes critiques à personne, et je suis juste là pour vous donner mon point de vue concernant le cinéma. Et ici même, j'ai décidé de m'attaquer à une œuvre extrêmement polémiquée, mais sans plus, histoire de commencer en douceur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire pourquoi je ne considère pas le troisième volet de la trilogie de Nolan comme étant une déception. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'aime The Dark Knight Rises. On peut dire que fut une époque où Christopher Nolan nous a vendu du rêve. Mais même bien avant cela, Batman était l'icône qui a construit toute mon enfance. Non pas par les comics contrairement à beaucoup, mais plutôt par les adaptations qui ont suivi comme la cultissime série de 92. Et surtout pour les films de Tim Burton dont je suis extrêmement fan. Batman Return, connu sous le nom de Le Défi en France sorti en 92, est le premier film que j'ai vu. Et je le regardais tous les jours. Par la suite, j'ai vu l'authentique Batman avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker sorti en 89. Mon dieu, ce que j'étais fan, ces films sont des chefs-d'œuvre absolus. Déjà pour l'interprétation des méchants qui relève du 20 sur 20, mais surtout pour l'ambiance extrêmement obscure dont Tim Burton avait incorporé à la perfection tout en gardant sa patte. Terrorise. Vous n'avez encore rien vu. Ensuite on s'est tapé deux suites réputées pour être des nanars infâmes. Moi perso quand j'étais petit j'adorais, mais c'est à peu près comme tous les films qui ont bercé mon enfance. Le film Super Mario Bros en est un parfait exemple, et bien d'autres encore. Mais bon, quand on est petit, on a tendance à aimer tout et n'importe quoi. Surtout quand on sait que Batman Forever et Batman et Robin ont été totalement conçus pour les enfants. Second degré à gogo, humour immature et décor rose bonbon. Hey Freeze, alors ça chauffe? Par contre, ce qui m'insupporte, ce sont les gens qui ont tendance à insulter n'importe quoi dans les films. Genre Mr. Freeze. Faut arrêter les conneries, c'est le seul bon personnage dans cet épisode. Déjà parce qu'il est joué par Schwarzy, mais en plus parce que ce méchant est ce qu'il est pour un but précis. Et ça, c'était génial, et ça donnait lieu à des passages vraiment intéressants. Mais ça repartait très vite en couille. Bref, on n'est pas là pour parler des anciens Batman, mais plutôt du reboot de Nolan intitulé en premier lieu Batman Begins, sorti en 2005. Petite parenthèse au passage, il risque d'y avoir un peu de spoil dans cette vidéo. Pas forcément méchant, mais il y en aura. Bon, revenons-en à Begins et soyons honnêtes. Ce film était à la base une préquelle au film de Tim Burton. Autrement, les producteurs n'auront jamais intitulé ce dernier Begins, mais surtout pour son final qui nous fait un gros cliffhanger sur le Joker sans même faire apparaître le méchant pour laisser faire place à Nicholson dans l'œuvre originale. Après vous me direz que Batman Begins fait beaucoup futuriste, notamment pour les trains. Justement,
Parlons-en. Les trains sont au cœur du film pour avoir été la création du père de Bruce, et ils sont servis à la fin aux méchants pour tenter un acte terroriste, jusqu'à ce que Batman fasse totalement disparaître l'œuvre de son père afin de stopper cette catastrophe. Donc en toute logique, Gotham était bien censé ressembler à la version de Tim Burton après la version de Nolan. Même si la première fois que j'ai vu le film, j'étais assez surpris, voire choqué, par tous les changements apportés à cette saga. Notez la mise au goût du jour, le scénario plus complexe et engagé, la façon d'avoir rendu l'univers de Batman réaliste, le fait d'avoir fait de Batman un thriller, et notez un point des plus marquants selon moi, et la majorité des fans, celui d'avoir donné une véritable identité à Alfred. On est passé d'un simple majordome à un véritable père aux yeux de Bruce, même si j'adorais celui du premier Batman. Il est merveilleux. Et il vous aime beaucoup. Oui, Alfred est très bien. Je ne trouverai pas mes chaussettes sans lui. Bon, malgré tout ça, vous m'avez compris, Batman Begins était en fait une préquelle et non un reboot. Pourtant, en 2008 débarque une bombe atomique sur les grands écrans. On a par la suite compris que Nolan et les producteurs ont retourné leur veste avec cette histoire de préquelle pour finalement rebooter l'ensemble. Cette suite fut intitulée The Dark Knight, parce que Batman Begins 2, ça le fait pas trop. Et surtout parce que The Dark Knight est aussi un des titres originels du comics. Batman Dark Knight, sorti en 86 et conçu par le talentueux Frank Miller. Alors pourquoi ne pas avoir appelé le premier film The Dark Knight? Parce que, encore une fois, Batman Begins était une préquelle et non un reboot. Donc évidemment, quand on a su que Nicholson a été remplacé par l'excellent Heath Ledger pour le rôle du Joker, ça a été la catastrophe. Et j'en suis la preuve vivante parce que moi aussi j'ai gueulé. La tarlouche de cowboy va violer le personnage du Joker. Nicholson était et restera le meilleur Joker. Ça, je m'en rappelle très bien. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai attendu ce film? Qu'est-ce que j'ai salivé sur les trailers? Jamais de ma vie je n'ai autant attendu un film. Et au visionnage, je me suis mangé une telle claque. J'ai beau regarder cet opus plusieurs fois de suite, rien à faire. Ce film est une bombe atomique. Désolé d'être aussi subjectif, mais les mots me manquent pour parler de ce chef-d'œuvre. L'histoire se situe tout juste après celle de Begins où la criminalité sur Gotham baisse à une vitesse fulgurante grâce à Batman. Au moment où le chevalier noir décide de léguer sa place à un chevalier blanc digne et purement légal, qui n'est d'autre que Harvey Dent, le Joker fait surface pour mettre un peu de désordre dans tout ça, au point de rabattre Dent à son niveau, celui d'un criminel. Et c'est ici qu'on découvre que le scénario est une véritable perle. Déjà pour la présence de moralité de haut level comme les puissantes phrases d'Alfred par exemple. Pourquoi l'avoir volé? Oh, parce que ça avait dû l'amuser, parce que certains hommes refusent de se plier à toute logique, celle de l'argent comprise. On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner, ni négocier avec. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler. Des scènes explosives comme celle de l'interrogatoire qui est devenue totalement culte au fil du temps, ou encore la fameuse séquence des badauds amorcés d'une bombe qui est rentrée dans les scènes les plus palpitantes de l'histoire du cinéma. Le premier était déjà très bien, mais cette suite a été faite comme si Nolan faisait le dernier. C'est mature, c'est subtilement écrit, on pourra presque utiliser le terme de parfait. Et surtout, le Joker est magique. Ce personnage, outre du fait qu'il respecte à 100% la noirceur du méchant d'origine, a créé une identité. Heath Ledger a lâché la bête qui était en lui. Le Joker, c'est lui. Mais ça sert à rien de vous faire une critique constructive dessus, puisque toutes les qualités techniques ont été puisées à la perfection, passant du scénario totalement engagé à la réalisation parfaite de Christopher et à l'interprétation des acteurs dont Christian Bale qui incarne selon moi le meilleur Bruce et le meilleur Batman. C'est mon film préféré. Tout simplement. Je pourrais rester 2 heures à complimenter ce film, mais étant donné qu'on s'attarde déjà, je préfère directement passer à sa suite intitulée The Dark Knight Rises. Le film se passe 8 ans après The Dark Knight suite à l'incident de Harvey Dent où Batman se fait passer pour l'auteur des crimes. Bruce décide de sortir de l'ombre et de redevenir ce qu'il était à cause d'une situation terroriste qui se met en place par l'intermédiaire de Bane, un ex-communié de la Ligue des Ombres. Croyez-moi sur parole, il y a tellement de choses à dire que j'étais obligé de diviser cette vidéo en plusieurs catégories. Et nous allons commencer tranquillement avec un sujet qui fâche. La VF. Ah, la VF, les initiales 666 des cinéphiles puristes. Il y a eu de longs et épuisants débats sur ce phénomène qu'est le doublage français dans le cinéma étranger.
Pourtant, les spectateurs ont le choix, particulièrement dans les cinémas de Paris. Pendant longtemps, sur internet, des cinéphiles se sont mis à insulter gratuitement les doublages français dans les bandes annonces. Mais au final, on n'a jamais réellement compris pourquoi, puisque le choix du doublage est sacrément vaste dans les cinémas populaires encore aujourd'hui. Je suis pas là pour faire un débat ou pour dire qui a raison ou qui a tort, mais plutôt pour vous exprimer le fond de ma pensée qui est ainsi. Je m'en branle. J'aime bien regarder des films en VO, tout comme j'aime bien regarder des films en VF. Il ne faut pas oublier un côté assez important qui est le travail colossal que nous fournissent les doubleurs VF, à qui certains sont devenus extrêmement connus au fil du temps. Comme Roger Carrel par exemple. Et on ne va pas se le cacher, la VF, c'est notre enfance. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Il faut impérativement arrêter de nous faire croire que vous êtes sorti du ventre de votre mère et qu'on vous a collé des sous-titres sous le pif. C'est pourquoi quand on parle de l'enfance, il est vrai que j'ai une préférence sur certains films pour la VF. Par exemple, pour moi, et seulement moi, un blockbuster est plus agréable à regarder en VF, pour être sûr de ne rien manquer des images. Alors évidemment que si vous êtes bilingue, il n'y a absolument aucun intérêt à regarder un film en VF, sauf si vous êtes un nostalgique des doubleurs cultes. Expandables par exemple devrait se regarder en VF. Il suffit de regarder d'excellentes émissions comme Faux Raccord sur Allociné pour remarquer à quel point les doubleurs peuvent aller loin en jouant avec notre nostalgie. Ses jambes se plient carrément en sens contraire. Là, elle peut plus marcher de sa vie, la pauvre. C'est comme ma dernière femme. Putain, t'es marrant, toi, en fait. Quoi? C'est pas une blague? T'as terminé, Michel? Mais à côté de ça, certains films, selon moi, doivent être impérativement regardés en VO, pour des métrages qui misent plus sur sa mise en scène ou le jeu des acteurs. Par exemple, Buried ou Prisoners, que je conseille fortement. Alors finalement, qu'ai-je pensé de la VF de The Dark Knight Rises? Si je vous parle de ça, c'est évidemment pour vous parler du doublage de Bane qui a fait couler beaucoup d'encre et de cordes vocales. Ayant vu une première fois le film en VF et une seconde en VO, je me souviens encore de la séance, c'était à la nuit Dark Knight au Grand Rex. Je me suis rendu compte que le doubleur français a tenté de s'inspirer à fond de la performance de Tom Hardy. Et je trouve ça plutôt réussi, à titre personnel évidemment. Il reprend le même ton, la même intonation, la même manière un peu droite et bourgeoise. Au départ, je pensais que c'était un délire que le doubleur s'était injecté, mais pas du tout, il essaye de reprendre point par point la performance de Tom. Personne ne se souciait de qui j'étais avant que je mette ce masque. No one cared who I was till I put on the mask. Ah, tu crois que l'obscurité est ton allié? Tu n'as fait qu'adopter la pénombre. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. Pas de cérémonie entre nous, Monsieur Wayne. Bane, let's not stand on ceremony here, Mr. Wayne. Alors en gros, si je peux vous conseiller quoi que ce soit pour la VF ou VO, c'est simple, faites comme vous voulez. Personne ne sera jamais derrière vous pour critiquer votre façon de regarder un film. Et évidemment que c'est mieux de regarder un film en VO, mais si vous regardez en VF, enfin, c'est pas grave. Vous êtes au commande de votre vie et j'irai pas vous critiquer parce que vous aimez tremper vos frites dans du coca. Passons maintenant à une parenthèse concernant le Blu-ray. Le Blu-ray. Alors oui, le Blu-ray, c'est bien, c'est beau, c'est la vie. Mais cela dit, un petit défaut m'a au départ coupé l'appétit. À partir de The Dark Knight, Nolan a eu suffisamment de moyens pour filmer certaines scènes avec les caméras IMAX. Et comme aujourd'hui encore, l'IMAX coûte un pognon monstrueux, il est utilisé en format 16:9. Seulement voilà, le reste du film a été filmé en cinémascope. Du coup, le Blu-ray s'amuse à jongler entre le format 16:9 et cinémascope. C'est chiant et ça ferait presque mal à la tête. Je reconnais que la qualité d'image en IMAX est incontestablement remarquable, mais la Warner aurait pu faire un effort pour adapter le format cinémascope pendant tout le film et laisser la qualité 100% IMAX dans les bonus. Donc j'ai trouvé ça lourdingue et ça casse l'immersion. Je savais que ce défaut sera de retour pour le Blu-ray de The Dark Knight Rises, mais bizarrement, j'ai fini par m'y habituer et à la longue j'ai trouvé ça agréable. Les défauts. L'heure est venue de passer aux choses sérieuses. Les défauts. Et les défauts, comme tout bon film qui se respecte, il y en a. Beaucoup. Mais par contre, je tiens à préciser que ici même, vous êtes en train de franchir une zone de spoil extrêmement minée. Alors à tous ceux, voire aux quelques-uns qui n'auront pas encore vu le film, attention, vous mettez les pieds, bande de Braddock. Alors commençons par un premier défaut et assez personnel, l'introduction.
Voilà, je n'aime pas l'introduction, comme ça vous êtes fixés. Pourquoi ? Premièrement parce qu'elle ressemble trop à l'intro du second volet. Et n'allez pas me dire « Non mais tu rigoles, l'intro du deuxième film est un braquage, rien à voir bouffon !» Vous m'avez très bien compris, je ne parle pas de la mise en scène, mais de l'ensemble de la situation. Le film d'entrée présente le méchant de la même manière que The Dark Knight. Les otages arrivent et on finit par découvrir la figure du méchant. Waouh, quelle originalité! Et le problème n'est pas là encore. Hormis ça, toute la scène d'intro est tirée par les cheveux. On a du mal à y croire. C'est inutilement épique, on sent trop que le film a privilégié le côté spectaculaire. Et ce n'est pas tout. Je trouve cette scène ultra prévisible. Ne me dites pas que vous ne vous attendiez pas à voir Bane caché parmi les otages. À quoi aurait servi cette scène autrement? Et puis, on savait très bien que la prise d'otage était un piège foireux. Si de plus vous avez eu le malheur, tout comme moi, d'avoir vu la bande-annonce juste avant, vous êtes fichu. Défaut numéro 2, l'absence du Joker. Donc, P.C. Ledger, tu nous manqueras tous, ça on est bien d'accord. C'est compréhensible que le Joker ne soit pas présent dans le 3e épisode. Nolan a jugé bon de ne pas remplacer la performance de Ledger et je respecte totalement ça. Mais ceci dit, ça n'aurait rien coûté de dire ce qu'il en était dans le film. Genre de cette manière par exemple. Au fait Bruce, ouais. Le Joker a été enfermé dans un asile le plus profond du trou du cul du monde, il n'en sortira jamais. Merci Alfred. 3e défaut, un des plus pénibles pour moi, le patriotisme américain. Évidemment, je pense à cette scène où un enfant chante l'hymne national avant le match de football américain. C'est d'un cuculapraline agaçant et abusé, surtout de voir tout le monde hypnotisé par la chanson. Regardez tout le monde, Batman est américain. Et on passe maintenant au 4e défaut, celui qui a fait hurler les gens de terreur. Le cliché. The Dark Knight Rises a des clichés, je le confirme, parfois pardonnables, d'autres non. Je pense précisément à une séquence qui aurait pu être évitée. Celle du flashback d'Alfred à Florence qui nous aide à faire le lien sur la scène finale. Le film serait devenu nettement plus mature si Nolan aurait éradiqué ce flashback inutile dès le début. Les flashbacks dans certains films sont bien utilisés, notamment et justement dans The Dark Knight Rises lui-même où Gordon parle de Harvey Dent en public se reflétant des images du précédent film. Assez subtil, pas trop littéral. Alors qu'à côté de ça, un mauvais flashback est celui qui se charge de prendre le spectateur pour un con. Un peu comme le flashback de la saison 4 du Visiteur du Futur. Oh le bâtard! Pardon François Descraques, j'adore ce que tu fais, mais ce flashback pour moi était impardonnable. Autrement, d'autres clichés dans le film sont selon moi pardonnables et de toute manière inévitables. Je pense surtout à la scène 100% prévisible où Bruce sort du trou en effectuant son ultime saut. Non seulement il était impossible de faire autrement, mais en plus ce côté prévisible est rattrapé par le côté émouvant, spectaculaire et sensationnel de la scène. Avec les chauves-souris qui débarquent alors qu'elles sont en réalité une projection du personnage pour nous faire comprendre que la peur en Bruce refait surface, la peur de mourir pour l'aider à réussir son saut. Le côté prévisible était totalement volontaire en plus, il n'y a aucune raison de s'acharner dessus, surtout quand on atteint un résultat pareil, quand Wayne revoit enfin la surface avec la musique qui va bien. Épique. 5e défaut qui lui aussi a fait hurler de rage les spectateurs, les incohérences. Des incohérences, il y en a plein. Je peux vous en citer toute une farandole d'exemples que les râleurs auront rassemblés en se touchant. L'incohérence est de leur ça. Prenez au bout de la 2e heure de film, après que Bruce soit sorti de la prison, on le retrouve devant Selina Kyle, j'allais savoir comment il l'a retrouvé au passage. On se demande juste comment il s'est débrouillé pour revenir en si peu de temps. Le truc à savoir est qu'il s'est passé 5 mois, si mes calculs sont bons. Avant que Bruce ressurgisse de nulle part. Donc on se fiche de savoir de quelle façon il est revenu. L'important est de comprendre qu'il ne faut pas 5 mois pour ressurgir à Gotham. Et comment tu expliques le fait que tous les ponts soient détruits? Il ne peut plus revenir à Gotham. Ben si, en marchant sur la glace. Mais voilà, on arrive à un niveau qui m'agace quand j'entends les gens râler sur ce film. Parce que ces gens-là ont oublié qu'aucun film de Batman n'est crédible. Et puis, concernant la glace, je tiens à préciser que... Oh! 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 Je ne me souvenais pas de cette scène dans Batman Begins alors. Bruce a appris à marcher sur la glace, alors arrêtez avec vos plaintes à la mormoleuse gag. Surtout que Batman a changé de costume depuis le 2e film pour paraître plus léger. C'est pas parce que l'acteur Christian Bale a pris 100 kg de muscles pour les besoins du film qu'il est censé en peser autant dans celui-ci. Je peux comprendre à la limite que certaines scènes comme le logo en flammes soient dénuées de sens, bien qu'elles restent spectaculaires, mais je ne comprends pas les gens qui viennent nous faire croire que les Batman de Nolan ont été tournés sur un scénario et une mise en scène qui tiennent debout du début à la fin.
Bref, quoi qu'il en soit, passons maintenant au dernier défaut que j'ai classé dans ma liste, la mort de certains personnages. Inutile de vous repréciser que tout ce que j'ai à dire est extrêmement spoiler. De 1, la mort de Bane est trop bâclée. On a l'impression que les scénaristes ont fini par être trop pris par le temps pour donner une mort honorable à ce colosse. Et de 2, la fameuse et célèbre mort foireuse de Marion Cotillard. Tout d'abord, Marion Cotillard a été ultra critiquée dans le mauvais sens du terme ces dernières années. Mais là pour le coup je vais choquer l'intégrante partie des gens qui me regardent, mais je suis plus à défendre Cotillard. Je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais un réalisateur est là pour rendre un acteur performant. Si personne n'était derrière la caméra pour dire que la mort de Cotillard était à chier, c'est bien parce que Christopher Nolan n'a pas fait son taf. Alors on peut excuser la chose en se disant que le tournage devait être très éprouvant, très prise de tête et beaucoup pris par le temps. On peut se dire aussi que la mort du personnage de Miranda n'est pas si mauvaise que ça, parce que il y a pire quand même, faut pas déconner. Et il faut surtout arrêter de dire que Marion Cotillard est une mauvaise actrice. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui disent ça sont des personnes qui n'ont rien vu de sa filmographie. Vous voulez voir des films où elle déchire? Regardez La Môme ou encore tout récemment 2 jours et 1 nuit, et je vous garantis qu'elle balance une performance du feu de Dieu. Assez parlé des crasses de ce film, parlons maintenant de la propreté de The Dark Knight Rises. Les qualités. J'ai parlé longuement des défauts, mais je pense pouvoir parler encore plus longuement des qualités de ce film. Pour commencer avec les points forts, j'aborde le fait que le film apporte un grand nombre de clins d'œil à l'univers de Batman qui se développe en permanence. Je pense notamment à ce passage où Blake fait référence au mythe des alligators géants ou encore des enfants qui travaillent dans les égouts. Ils m'ont demandé s'il avait vu des alligators géants. Deuxième point fort, les scènes d'action. Aussi présentes que dans les précédents volets, je trouve toutefois les scènes d'action de cet opus nettement mieux chorégraphiées. Ça s'aperçoit sur certaines séquences filmées à partir d'un seul plan, mais surtout pour les combats mythiques entre Batman et Bane. Précisément 2 combats. Le premier au milieu du film poursuivi du combat final à qui, il faut le reconnaître, est réellement épique. Déjà pour l'ambiance de baston finale, mais aussi pour la chorégraphie de combat qui déboîte bien du cibolo. Non mais sérieux, ce plan est le plus réussi du film. Je vous jure que sur cette scène de combat, je me sens comme un enfant à chaque visionnage. Tout est bien fichu sur ces 5 secondes avec Bane qui perd totalement le contrôle et commence à devenir fou de rage au point de taper n'importe où et détruire les murs. Dans le troisième point fort, je mentionne le fait qu'on ne s'emmerde absolument jamais. Plus le film avance, plus il devient génial. C'est à croire que Nolan a scénarisé le film de manière à nous tenir en haleine seulement après avoir bien correctement posé les bases sans bâcler le film. J'ai beau ne pas avoir aimé l'introduction, le reste se rattrape à une vitesse fulgurante. Et ça nous laisse une transition sur le quatrième point fort, l'ambiance du film. Ce qui fait la splendeur de cette licence revue au goût du jour par Nolan, c'est bien entendu son esthétisme. L'ambiance noire est l'atout des films. Dans ce troisième volet, l'ambiance est toujours autant conservée et le côté épique est extrêmement visible, notamment encore une fois dans la scène finale qui donne vraiment cette impression qu'on approche de la fin. Et cela accompagné au fait que le final se passe en plein jour, contrairement à ses prédécesseurs qui se plongeaient dans l'obscurité de la nuit. Cinquième point fort, les personnages. J'ose vous rappeler que pour moi, l'atout de ce Rises se base surtout sur le scénario que je trouve relativement bien conçu, mais en partie sur l'évolution et la construction des personnages qui les rendent aussi cultes les uns aux autres. Je pense surtout à Selina Kyle, jouée par l'excellente Anna Thaouai en premier lieu. Comprenez bien que je faisais partie des gens qui gueulaient sur le fait que Christopher Nolan a décidé de prendre le personnage de Catwoman dans The Dark Knight Rises. Pourquoi avoir gueulé? Tout simplement parce qu'il n'y avait qu'une seule Catwoman, Michelle Pfeiffer. Tim Burton a tellement bien peaufiné ce personnage qu'il était absolument impossible de faire mieux, surtout après avoir vu le look de la nouvelle version, banal comme la nuit. Et pourtant, mon dieu que ce personnage déchire. Christopher savait ce qu'il faisait. On a une Catwoman non seulement différente de l'original, mais surtout merveilleusement bien interprétée par la sublime Anna Thaouai. Elle a une identité aussi travaillée que n'importe quel autre personnage de cette saga, même si on ne sait pratiquement rien d'elle.
Je ne sais pas comment Nolan arrive à faire ça. Un peu comme le personnage du Joker par exemple, il a réussi à le rendre charismatique non pas par son passé totalement inconnu, mais par ses actes. Exactement de la même façon que Selina Kyle. Pourtant, rendre un personnage intéressant de par son passé fonctionne également et de manière plus pétillante quand ceci est soigneusement maîtrisé. Je parle bien sûr de, mesdames et messieurs, le méchant le plus charismatique de ces dernières années, Bane. Voilà, tout l'art de ce film, le personnage de Bane est juste une véritable œuvre d'art. Peaufiné à la perfection et tellement plus stylisé et détaillé que le personnage d'origine qui mettrait une belle fessée à l'autre abruti de... Les forums ont hurlé de rage à l'époque quand on a appris que le méchant ultime de l'épisode final serait Bane. Et encore une fois, eh bien, j'en faisais partie. Mais en même temps, je voulais ce foutu d'homme mystère. Mais Christopher Nolan n'est pas con, car il savait que prendre l'homme mystère comme méchant ultime aurait créé une énorme répétitivité sur la trame scénaristique. De un parce que ce personnage aurait trop ressemblé au Joker, du fait que le Joker de The Dark Knight reprend déjà une grosse partie de l'identité de l'homme mystère sur un côté de sa personnalité de par ses actes, mais aussi et surtout que prendre l'homme mystère aurait rendu le scénario trop formaté et trop incohérent du fait que les scénaristes auront dû doubler la face intelligente du personnage, ce qui aurait fait perdre toute crédibilité. Alors Nolan a tiré sa meilleure carte, Bane. Parce que pour les personnes qui dorment au fond et pensent que ce méchant est de base un gros baraquet sans âme et sans cervelle, comme dans Batman et Robin, figurez-vous que c'est tout le contraire. Bane est un personnage intelligent, à tel point qu'il est le seul à connaître la véritable identité de Batman et sa réserve secrète, pour par la suite lui briser les vertèbres. Ça ne vient pas que du film tout ça, c'est réellement dans l'œuvre originale, donc crédible ou pas, c'est fidèle, merde. Bane était le meilleur choix que pouvait nous fournir le réalisateur, se rapprochant le plus d'un ultime méchant qui inflige une putain de correction qui rendra la tâche encore plus dure pour Batman. Ajoutez à ça de plus les dialogues de très bonne envergure. Il n'est pas pire enfer sur Terre que cette prison et pour une seule raison. L'espoir. Tout homme ayant moisi ici au cours des siècles a levé les yeux vers la lumière et imaginé se sauver en grimpant. Si facile. Si simple. Est-elle des naufragés qui, victimes d'une soif dévorante, se rabattent sur l'eau de mer? Et pour en revenir au personnage, ils seront de plus embellis par un sixième point fort, évidemment, et fort heureusement que je ne passe pas à côté de ce détail ô grand très important, la musique. Hans Zimmer est, comme vous le savez tous, un des compositeurs les plus connus, surtout dans le domaine de la musique épique. Mais ce qui ravira nos oreilles en plus grande partie dans cet opus sont les nouveaux thèmes apportés qui font qu'on se rappelle de ce film, bordel. Tout le monde se souvient du cultissime thème du Joker qui reste gravé dans la mémoire des fans. Et bien, dans The Dark Knight Rises, Hans Zimmer a utilisé tout son potentiel pour créer un thème tout aussi culte pour Bane. Cette simple fraction de phrase Deshi Basara, dont relève-toi, a été remixée à un tel niveau que le compositeur a réussi à trouver un thème épique à la mort. Selina Kyle, elle aussi, a son thème, qui reflète totalement sa personnalité. C'est un véritable travail d'artiste qui aide à rendre les personnages du film plus marquants. Avant-dernier point fort, donc le 7ème, le plot twist. Voilà, je vais vous faire une confidence, j'ai aimé le plot twist du film. Cela dit, je suis assez mal à l'aise à l'idée du... Maintenant, toute la vérité te sera dévoilée. Ça a été beaucoup utilisé dans la saga Harry Potter et généralement j'ai plutôt tendance à le prendre comme un défaut, mais tout ça dépend de la manière dont c'est utilisé. Je ne dis pas forcément que c'est mieux fait dans The Dark Knight Rises, mais plutôt que c'est une marque de fabrique depuis Batman Begins qui ne tournait qu'autour de ça pour justement faire le lien sur les origines. Tout comme le fait le troisième film avec les innombrables clins d'œil à Begins, comme le retour de la Ligue des Ongles, la nouvelle leçon de Bruce ou encore le titre qui fait référence à la réplique de Thomas Wayne. Nous avons fait une belle chute, maître Bruce. Et pourquoi tombons-nous, Bruce? Pour mieux apprendre à nous relever. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la révélation finale, j'ai surtout aimé ce qu'on apprend. Et je suis sympa cette fois, je vais limiter les spoils. Nous arrivons au 8ème et dernier point fort de ce film, la conclusion. Parce que non, la fin n'est pas pourrie. Alors je pense le répéter une dernière fois pour les gens qui dorment, mais attention, ce qui suit contient du spoil. Dernier avertissement. Pour commencer, le fait de conclure le film en premier lieu sur le sacrifice de Batman était déjà une sacrée prise de risque de la part des scénaristes.
Et rien que ça force le respect. Bon, même si finalement on se mange une scène prévisible qui fait référence au flashback d'Alfred au début du film, comme je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, c'est la fin, la vraie, en chair et en os, pas de retour possible. Le manoir de Bruce devient un orphelinat avec Alfred en tant que proprio, pour mettre un terme à ce qui a fait le traumatisme de Bruce étant enfant. C'est une belle fin, tellement finie qu'on termine sur un cliffhanger. Bon, je déconne, j'irais pas appeler ça un cliffhanger, même si ça en a l'air une fois qu'on a compris que Blake deviendra Robin. Disons plutôt que cette fin laisse place à une suite dans notre cœur. Par où devrais-je commencer pour conclure cette vidéo? Tout simplement en essayant de faire comprendre aux gens qui gueulent encore sur cette suite que The Dark Knight, en comptant la trilogie, est avant tout un spectacle. À l'heure actuelle, toute la saga, tout épisode confondu, aucun film n'est réellement crédible ni cohérent. N'allez pas me faire croire que vous avez été choqué par les quelques clichés ou incohérences dans The Dark Knight Rises, parce que ceux qui ont été frustrés sont ceux qui ont oublié ce à quoi ressemblent ses prédécesseurs. Les premiers films, eux aussi, ont leur hic. Vous ne me croyez pas? Ok, remontons la machine à voyager dans le temps alors. On va commencer par passer tous les faux raccords au risque d'y passer la nuit comme Gordon qui change de lunettes d'un plan à l'autre. Gordon. Autant passer aux choses qui vaut son pesant de cacahuètes, tel Batman qui s'envole on ne sait où de manière inexpliquée puisqu'il n'utilise même pas son grappin. The Dark Knight aussi possède des passages croustillants qu'on se souvient, tels les nombreux gadgets à la con qui ne servent qu'une seule fois dignes des Totally Spies. Et ça va même encore plus loin avec des matériels gigantesques installés seulement par 2 personnes en comptant Alfred. Ça ne sert qu'une fois et c'est foutrement bien caché au début du film, sûrement planqué dans un des innombrables murs déployables. Notez que j'aimerais bien savoir où le Joker a appris à se battre puisque le nombre de fois qu'il parvient à se sortir d'une situation, comme retenir ce poids lourd qu'est Batman ou encore se débarrasser d'un foutu keuf qui cerne l'interrogatoire. C'est ma faute, descendez-le! Et sans déconner, ne me dites pas que c'est pas cliché ça. C'est quoi ça? J'ai pris la liberté de l'installer pendant que vous dormiez. Vous serez bien aimable aussi de m'expliquer où Bruce Wayne a appris à démonter une arme alors qu'il était censé ne jamais s'en servir dans son passé, pas même dans sa formation de la Ligue des Ombres. Toutefois, ça reste badass. Et sérieusement, Batman qui soulève un camion à l'aide de filaments et 2-3 poteaux, c'est vachement faisable. Et en plus le Joker survit à ça. Cette scène est tellement irréalisable que l'équipe technique a mis plusieurs semaines de calcul pour rendre la chose possible. La fumée sous le camion est en fait la petite cheminée qui propulse celui-ci depuis le dessous. Et puis franchement, entre nous, vous pensez vraiment que quelque chose dans ce film est réalisable? C'est un enchaînement de, comme par hasard, juste à ce moment-là, retournement de situation. Il avait tout prévu depuis le début. Son plan a marché comme sur des roulettes. Les autres ont marché dedans sans rien voir. Le Joker voulait être capturé. Saupoudré de... badass. Ne pensez pas que je me suis mis à descendre gratuitement The Dark Knight. Encore une fois, c'est mon film préféré. Ça me fait mal de parler de ce type de bémol, mais pour moi, en vérité, je cherchais juste à vous rappeler que Batman a toujours été dépourvu de logique. Certes, la scène du logo en feu dans Rises peut paraître irréalisable, et encore, on peut très bien s'imaginer toutes sortes d'explications, surtout qu'il se passe 5 mois, si mes calculs sont bons. Mais ne me dites pas que ça... ou ça... badass. Ne renvoie pas l'appareil. Batman, en le prenant tel qu'il est depuis sa genèse, est une icône, une métaphore, un symbole, une image, une caricature, un spectre. Batman, c'est avant tout un spectacle, un film de cinéma. Et puis Batman... c'est Batman, merde. On peut donc en tirer que The Dark Knight Rises a eu le malheur de faire face à la malédiction de l'épisode 3. Vous savez, le fameux épisode 3 qui déçoit tout le monde. Spider-Man 3, Men in Black 3, Retour vers le futur 3, Mass Effect 3. Ça déçoit les gens parce que, en tant qu'épisode final, les spectateurs s'attendent à un film parfait. Mais malheureusement, le parfait n'existe pas. Alors les fans crient sur tous les détails possibles, notamment les dernières minutes. Personnellement, quand je suis allé voir ce film, je suis parti dans l'état d'esprit de ne pas m'amuser à le comparer à son prédécesseur et de prendre en compte en premier lieu ses qualités. Et j'étais surtout dans l'état d'esprit de quelqu'un qui voulait absolument connaître la suite de ce gros cliffhanger de malade de The Dark Knight, tout en acceptant les conséquences que pouvait causer un épisode final. Alors j'ai aimé le film, même si les codes sont certes identiques à beaucoup de films de super-héros,
notamment les 2 premiers films de la trilogie avec un Batman qui perd le contrôle pendant un vague moment afin de mieux se relever. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de similitudes qui se rapprochent de Begins. Le titre du film en est un excellent exemple, Rises, qui fait référence à non seulement la réplique de Thomas Wayne dans Begins, pour donner lieu par la suite à de nombreux clins d'œil au premier opus pour faire le lien sur les origines, comme la nouvelle leçon de Bruce. Vous n'apprendrez jamais à surveiller vos arrières. Ou encore le partenariat avec Fox. Il se fait en noir ce modèle? Eh oui, monsieur Wayne, ce modèle se fait en noir. Il fallait s'attendre un minimum à ce que Batman tombe et prenne cher pour mieux se relever. Pour ma part, Christopher Nolan a su mettre les bouchées doubles pour ce 3e volet. Il est parvenu à conclure le film de manière subtile et ce, en sachant rendre l'ambiance similaire à celui d'un épilogue. Par exemple, il a réussi à nous faire ressentir que les personnages sont fatigués et qu'ils épuisent leurs dernières ressources. Bref, on sent vraiment que c'est la fin. Tout comme cette vidéo d'ailleurs. Prenez-vous ça, que vous êtes fan ou non. Pour ma part, The Dark Knight Rises a réussi à atteindre les estimes que j'espérais d'une suite. Je suis vraiment retombé en enfance sur certains moments. Je dirais même que je suis littéralement devenu fan de ce final, presque autant que le second volet, même si The Dark Knight reste et restera gravé à tout jamais dans mon cœur. Sur ce, je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes de regarder cette vidéo jusqu'au bout, que vous êtes fan ou non de The Dark Knight Rises, en espérant que vous partagez mon avis. Et pour les autres, n'oubliez pas que ma critique est en plus grosse partie subjective et je ne suis pas là pour justifier le goût d'autrui. Avant de vous quitter, j'ai le grand honneur de vous annoncer que je me suis enfin créé un compte Twitter et je ne sais pas du tout comment ça marche pour l'instant. En tout cas, vous me trouverez sous le pseudo de Vince Amergame, puisque Amergame tout court a déjà été pris par un illustre inconnu. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, plein de vidéos sont à venir sur ce nouveau concept. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. En attendant, je vais prendre quelques petites vacances à Florence, prendre un petit café au bord de l'Arno je crois.